Comment la démocratie peut-elle relever les défis du futur ? C'est ce que nous allons nous poser comme question ce soir dans Libre Ensemble. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour nous poser cette question. Et oui, comment la démocratie peut-elle relever les défis du futur ? En est-elle capable ? Car cette démocratie libérale, souvent décrite comme le moins pire des systèmes politiques, est aujourd'hui, on le sait, fragilisée de toutes parts. Pourquoi mérite-t-elle d'être préservée et comment peut-elle évoluer pour traverser les crises et éclairer notre avenir ? C'est la question que nous poserons ce soir à nos deux invités. Anne-Emmanuelle Bourgault, docteur en droit de l'ULB, constitutionnaliste à l'Université de Mons, et Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD 11-11-11, également maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles et à l'ULiège, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier tout fraîchement sorti de presse, Les Fossoyeurs de la démocratie libérale, aux éditions Liberté. J'écris ton nom. Bonsoir Arnaud Zacharie. Bonsoir. Première question, c'est évidemment se poser calmement la question de savoir pourquoi vous avez nommé cette démocratie libérale. Pour moi, démocratie, c'est la démocratie, comme on l'a appris à l'école. Est-elle illibérale à partir du moment où elle est démocratique ? Oui, c'est très important de ce qualificatif de libéral parce que on peut avoir une démocratie qui en effet est illibérale. On peut même avoir une démocrature, comme on l'appelle depuis peu. C'est entré dans le Larousse il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il y a des élections, qu'il y a un vainqueur des élections, mais qu'ensuite les droits et les libertés des concitoyens ne sont pas respectés. Et donc, pour qu'une démocratie soit libérale, il y a 4 conditions. La première, c'est celle qu'on pense être suffisante, mais qui ne l'est pas du tout, c'est l'organisation d'élections libres et transparentes. Et puis, il y a 3 autres conditions qui sont très importantes, qui sont des conditions sine qua non. Il y a évidemment d'abord l'existence d'un état de droit et la séparation des pouvoirs, l'indépendance des juges. Première chose. Deuxième chose, la participation citoyenne à travers les corps intermédiaires et l'indépendance des contre-pouvoirs démocratiques. On pense ici évidemment à une presse libre, mais aussi aux organisations de la société civile, à des syndicats, à des mutuelles et toutes les organisations de la société civile qui sont des contre-pouvoirs démocratiques. Et puis, la dernière condition, c'est l'universalité des droits humains, c'est-à-dire le respect des droits des minorités. Les pères fondateurs de la démocratie disaient déjà à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis qu'il fallait lutter contre la tyrannie de la majorité. Donc on peut tout à fait, dans un cas de figure, d'ailleurs on le voit de nos jours, par exemple en Hongrie ou aux États-Unis, que des dirigeants sont élus démocratiquement et puis ensuite sapent les droits des minorités, que ce soit les immigrés, que ce soit les femmes, avec par exemple le droit à l'avortement, que ce soit aussi avec les pauvres, qu'on taxe d'assister par exemple, que ce soit aussi les homosexuels et plus largement LGBTQI+. Or, si on a des élections, mais qu'on a après un gouvernement qui ne respecte pas les droits des minorités, même si la majorité de la population le souhaite, alors on n'est pas dans une démocratie libérale parce qu'il n'y a pas la protection des droits et des libertés de l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Alors, il y a peut-être 2 questions aussi dans le titre de cet ouvrage. Les fossoyeurs de la démocratie, qui sont-ils ? Ils sont parmi nous. Et cette démocratie, est-ce qu'elle peut relever les défis du futur pour autant qu'elle reste libérale ? Aujourd'hui en Belgique, pour vous Arnaud Zacharie, est-ce qu'on est encore dans une démocratie libérale ? On n'a pas encore glissé, mais le risque est vraiment là ? Donc on a encore la chance de vivre dans une démocratie libérale en Belgique, mais il faut savoir que c'est seulement le cas de 1 personne sur 10 dans le monde. Donc 9 personnes sur 10 sont privées de démocratie libérale. Ceci dit, le phénomène... Ce chiffre est énorme, ça m'a complètement... Oui, c'est très inquiétant, surtout que 3 personnes sur 4 vivent dans des autocraties. Parce qu'on peut encore vivre dans ce qu'on appelle des démocraties électorales, où il y a quand même des élections et où la séparation des pouvoirs n'est pas garantie, où les droits des minorités ne sont pas garantis. Mais une autocratie, c'est encore bien plus grave. Donc nous, en Belgique, nous vivons encore, nous faisons partie de la minorité de la population mondiale qui a encore la chance de vivre dans une démocratie libérale, mais ce qu'on constate, c'est que même les démocraties libérales voient justement les droits et les libertés des citoyens progressivement rognés et certains piliers de ces démocraties libérales sapés. C'est le cas clairement en Belgique, avec l'état de droit qui est affaibli, en particulier avec le non-respect des décisions de justice. Il y a des milliers de décisions de justice qui avaient déjà d'ailleurs débuté sous la législature précédente et qui continue avec le gouvernement Arizona, mais on va toujours un pas plus loin puisque la ministre en charge des migrations a décidé de ne pas appliquer les décisions de justice jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle, donc ce qui est extrêmement grave.
Aujourd'hui, cette démocratie, vous le dites, on se pose la question, est-ce qu'elle est à même de relever les défis ? Est-ce que c'est la seule à pouvoir relever ces défis-là, selon vous, et raison pour laquelle il faudrait la maintenir ? Elle est en effet là pour relever les défis, d'autant plus que le principal défi, c'est justement le fait que nos libertés et nos droits sont attaqués. Donc la démocratie libérale, c'est un moyen, mais c'est aussi une fin, c'est la finalité des politiques publiques, parce que garantir le respect universel des droits et des libertés des citoyens et des citoyennes, c'est ça le but d'une société démocratique. Donc oui, mais le problème, évidemment, c'est qu'on voit d'une part une partie du monde politique dans des démocraties libérales qui souhaitent concentrer le pouvoir au sein de l'exécutif. Bon, la caricature à laquelle on assiste depuis plusieurs mois, c'est clairement aux États-Unis, puisque là, on a l'administration Trump dans une des plus vieilles démocraties libérales, voire la plus ancienne. La plus ancienne et la plus grande démocratie libérale, où on voit même déjà le premier critère d'élection libre et transparente, puisqu'on a vu ce qui s'est passé en janvier 2020 avec l'assaut contre le Capitole, avec plus de 1400 émeutiers qui ont d'ailleurs été graciés. Une des premières décisions du président Trump était de les gracier. Donc on voit que Trump a démontré que quand le résultat des élections n'est pas à son avantage, il ne respecte pas obligatoirement ses résultats. Donc déjà, le premier pilier, le plus fondamental, n'est pas respecté. Mais on voit comment il s'attaque frontalement aux juges. Et d'ailleurs, son objectif, c'est de faire appel aux décisions des juges qui multiplient les décisions disant que les politiques mises en œuvre par l'administration Trump sont anticonstitutionnelles. Mais il fait appel pour que ça remonte jusqu'à la Cour suprême, en espérant modifier en fait le droit constitutionnel américain. Alors quant au contre-pouvoir démocratique, les fake news médias, dit-il, il refuse même d'accréditer des médias traditionnels et préfère les influenceurs pro-Trump avec les chaînes YouTube, etc. On appelait ça la post-vérité, on est en post-réalité. Là, exactement. Sa réalité change. Et alors pour les minorités, que ce soit le droit d'avortement des femmes par exemple, que ce soit les droits des homosexuels, mais surtout des immigrés avec ICE et les déportations. Le président Trump se vante des déportations. Donc là, on a vraiment un travail de sape de tous les piliers de la démocratie libérale. Et depuis 2025, on ne peut plus dire que les États-Unis sont une démocratie libérale. Les États-Unis ont clairement entamé un processus d'autocratisation. On verra jusqu'où ça ira, mais en tout cas, on voit les États-Unis qui basculent clairement vers la démocratie libérale et surtout qui soutiennent ouvertement les partis d'extrême droite. La nouvelle politique de sécurité nationale des États-Unis de décembre dernier, elle est tout particulièrement gentille avec les adversaires et les ennemis traditionnels des États-Unis, à commencer par la Russie, mais elle est particulièrement dure avec ses alliés, à commencer par l'Union européenne. Et il est clairement dit que le seul point positif que l'administration Trump voit dans cette Union européenne, c'est les partis patriotes. Donc Patriotes pour l'Europe, c'est le nom de groupe d'extrême droite au Parlement européen. Et donc dans ce document, on dit clairement que l'administration Trump va soutenir ces partis. Donc on a des États-Unis aujourd'hui qui disent ouvertement qu'ils vont soutenir les partis d'extrême droite dans l'Union européenne, ce à quoi s'attache déjà Poutine depuis des années. Donc il y a clairement péril dans la demeure, parce que l'Union européenne est attaquée frontalement avec des résultats aussi, puisqu'on voit en Italie, en Hongrie ou ailleurs déjà des partis d'extrême droite qui sont arrivés à la tête de gouvernement. Parce qu'on est bien d'accord que si une partie de la population, notamment les minorités, ça commence avec les minorités, à qui on enlève toute une série de droits, ça va forcément aussi jouer sur le reste des citoyens. Je veux dire, on ne peut pas vivre en bonne harmonie avec une partie de la société. On pourrait se dire, moi je ne fais pas partie de ce groupe de minorités, donc pas de danger pour moi. Or si, évidemment. Et le piège est là, en effet, c'est de se dire, ça ne me concerne pas, ça ne concerne qu'une minorité. On peut être triste pour cette minorité, mais tant pis pour elle. Mais en fait, là, on permet le début d'un engrenage qui peut aller loin et qui peut aller jusqu'à saper en fait les droits et les libertés des citoyens. Donc oui, on a malheureusement entamé ce type de processus. Et ce qui le favorise, c'est la polarisation croissante du débat politique, qui est exacerbée aussi par les algorithmes des réseaux sociaux. Mais on voit comment, dans toute une série de pays, on considère l'opposition comme des ennemis de l'intérieur, on la diabolise.
et on essaye de braquer une partie de la population contre une autre partie de la population. Et là, c'est la porte ouverte au détricotage des droits démocratiques, parce que à partir du moment où on considère ses opposants comme des ennemis à abattre, alors on peut faire une entorse, on peut accepter que la Constitution, que les droits démocratiques ou que les libertés, les droits sont un peu rognés, parce que l'objectif final et la fin justifie les moyens, nécessite de rogner un peu dans ces libertés au nom de la sécurité, etc. Et alors là, on met clairement le doigt dans un engrenage qui peut mener à un processus d'autocratisation. Alors on voit aujourd'hui concrètement ce qu'on a sous le nez, et les réseaux sociaux évidemment sont un porte-voix énorme. Vous parlez d'ailleurs dans un chapitre de guerre culturelle, réactionnaire et libérale, mais vous faites remonter ça à quand ? De manière bien antérieure à la mondialisation néolibérale. C'est là le point d'ancrage en tout cas de cette démocratie qui perd pied ? Disons qu'on a eu un premier phénomène, parce que ça fait 10-12 ans qu'on constate ce problème d'affaiblissement de la démocratie libérale, y compris dans les pays occidentaux. Donc il y a eu en effet ce processus de protection des sociétés humaines, de demande sociale, de protection d'un État protecteur face aux dérives de la mondialisation néolibérale. Et puis est arrivée la crise du Covid, qui au début a redonné un peu de légitimité à certains gouvernements qui apportaient les réponses pour protéger les citoyens, et puis très vite ça s'est détricoté, parce qu'il y a de plus en plus de décisions qui ont paru arbitraires, autoritaires, et puis tout le mouvement anti-vax qui a fait le lit de partis d'extrême droite. Et puis 2025, il y a un tournant majeur aux États-Unis, c'est l'alliance entre les nationalistes et les géants du tech que personne n'a vu venir. Tout le monde pensait que les géants du tech, c'était en fait Aller rester dans leur domaine, ou améliorer nos vies. Oui, peut-être. Mais aussi on pensait que c'était la dernière étape de la mondialisation néolibérale, parce que c'est eux qui concentrent toutes les richesses, ce sont tous des milliardaires, et donc eux, a priori, n'avaient pas trop d'intérêt à s'allier avec les nationalistes. Mais la réélection de Trump, on l'a vu le jour de son arrivée au pouvoir, où tous les géants du tech faisaient littéralement allégeance à Trump, et donc on a maintenant cette alliance avec des discours nationalistes et d'extrême droite qui bénéficient de la puissance de feu des algorithmes des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont devenus la première source d'information de la majorité de la population. Et avec ces algorithmes qui sont opaques, on a des milliardaires à la tête de réseaux sociaux avec des centaines de millions et des milliards de personnes qui les suivent, qui peuvent décider de ce que ces personnes vont voir ou pas, vont entendre ou pas, et donc que les faits soient avérés ou pas ne compte plus, et donc on peut avoir un arrosage de mensonges quotidien, et Hannah Arendt nous expliquait déjà que le problème quand on a un arrosage de mensonges de ce type-là, c'est que la population finit par ne plus croire à rien, et elle devient fataliste, elle se démobilise, et avec une telle population, disait Hannah Arendt, on peut faire ce qu'on veut. Donc là aussi, ça fait partie du processus d'autocratisation, et c'est vraiment très préoccupant, parce que si on n'arrive pas à réguler ces réseaux sociaux, on a là une machine très puissante de diffusion de désinformation au service d'un projet identitaire, illibéral et donc finalement antidémocratique. Pour terminer cet entretien, Arnaud Zacharie, évidemment, vous plantez le décor et vous secouez un peu le cocotier pour dire attention, là maintenant il faut vraiment... Mais vous proposez des pistes en tout cas, parce qu'il y a des solutions. Tout à fait. Donc on est face à une double crise de la démocratie libérale. Crise de légitimité. J'explique dans le livre comment toutes les enquêtes internationales, et c'est un phénomène mondial, démontrent que la majorité de la population mondiale a une défiance vis-à-vis du monde politique, donc elle a le sentiment que les responsables politiques ne prennent plus en compte leurs intérêts. Et donc il y a cette fracture entre les gouvernants et les gouvernés, alors que pourtant les gouvernés sont de plus en plus éduqués, donc la fracture devrait être moindre. Et donc là, il y a une première série de réponses, de solutions qui sont liées à
renforcer la participation citoyenne, hein, et notamment avec des panels de citoyens, éventuellement liés avec des référendums, mais aussi à assurer une rotation dans la représentation politique pour ne pas qu'on ait l'impression qu'on ait une sphère politique qui soit une carrière en tant que telle, et puis la majorité de la population qui ne se sent pas concernée. Donc il faut répondre à cette crise de légitimité en renforçant la participation citoyenne. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que malgré l'importance des valeurs démocratiques, mais c'est pas pour la noblesse de ces valeurs que les citoyens et les citoyennes adhèrent à la démocratie libérale. Hein, ils veulent que la démocratie soit aussi efficace, c'est-à-dire qu'elle réponde à leurs besoins, à leurs droits. Et on est aussi dans une crise de performance, donc je propose toute une série de mesures justement pour réencastrer les politiques économiques dans les enjeux sociaux, dans les enjeux environnementaux, dans les enjeux culturels, pour répondre justement aux besoins de la population mondiale. Et de nouveau, hein, la démocratie libérale, c'est certes un moyen, mais c'est aussi la finalité, parce que quand les droits, les libertés des citoyens et des citoyennes sont garantis de manière universelle, alors quelque part, on a atteint l'objectif de développement humain. Alors Arnaud Zacharie, on va rester positif et on va évidemment motiver tous ceux et celles qui nous écoutent de lire cet ouvrage, Les Fossoyeurs de la démocratie libérale, protéger nos droits et nos libertés, parce que finalement, comme on le disait d'entrée de jeu, on n'a rien trouvé de mieux, en gros, que cette démocratie pour sauver nos libertés. Mais n'empêche que dans la deuxième partie de cette émission, on va faire le tour avec Anne-Emmanuelle Bourgault de la fin peut-être programmé de ce Sénat, qui est aussi là un énorme déclin démocratique. Un mot à ce sujet, Arnaud Zacharie? Là, il y a une opportunité historique de transformer le Sénat dans une chambre citoyenne, justement, où on pourrait tirer au sort des panels citoyens pour réfléchir aux grands enjeux de société en Belgique, mais aussi les grands enjeux internationaux. Malheureusement, on parle de juste supprimer le Sénat, donc ce qui réduirait quelque part les institutions démocratiques en Belgique. Or, de nouveau, ce n'est pas la panacée, mais si on permet d'ouvrir les portes et les fenêtres de plus de rotation au sein du personnel politique, plus de participation et plus d'échanges entre les responsables politiques et les citoyens, alors on a une chance de répondre en tout cas à la crise de légitimité de la démocratie libérale. Allez, il faut encore y croire. Grand merci à vous, Arnaud Zacharie, pour cet ouvrage aux éditions Liberté. J'écris ton nom. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Voilà, retour en plateau dans Libre Ensemble pour recevoir Anne-Emmanuelle Bourgault. Bonsoir Anne-Emmanuelle. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit de l'ULB, constitutionnaliste à l'Université de Mons, et avec vous va se poser cette question du déclin démocratique ou d'un renouveau, avec précisément la question du Sénat en Belgique. Où en est-on? Il y a quelques jours, il y a eu des votes au Sénat pour faire disparaître, mais c'est plus compliqué que ça, vous allez nous l'expliquer, voter une loi qui permettrait dans la Constitution de changer les choses. Mais alors ce Sénat, pourquoi est-il une base à notre démocratie? Pourquoi faut-il le réformer plutôt que le supprimer, ou faut-il le supprimer? Dites-nous. Alors, en fait, le Sénat, c'est compliqué parce que c'est vrai que maintenant, il n'est plus très sexy et que surtout, plus personne ne sait à quoi il sert, parce que depuis la 6e réforme de l'État, donc la dernière réforme institutionnelle, on l'a littéralement vidé de ses compétences. Et donc, si la question, c'est est-ce que le Sénat est un parangon de la démocratie actuelle, alors la réponse est certainement non. Par contre, est-ce que c'est pour ça qu'il faut supprimer le Sénat? Moi, je pense que non, parce qu'il peut vraiment remplir des offices démocratiques très importants. La première chose, il faut peut-être en revenir aux sources, c'est pour ça qu'il avait été créé. L'idée, c'est qu'il serve de contre-pouvoir. Et de contre-pouvoir à la Chambre, c'est-à-dire qu'il puisse intervenir à la fois quand les choses ne se passent pas bien à la Chambre, mais aussi de manière différente. Et ça, si actuellement, puisqu'on lui a enlevé tout pouvoir, forcément, quand vous n'avez plus de pouvoir, vous comptez plus rien. Voilà, il ne sait plus rien faire. Mais dans notre histoire, il a vraiment joué ce rôle-là, parce qu'au Sénat, comme c'est moins médiatique, comme c'est plus feutré, le fameux compromis à la belge tel qu'on le connaît parvenait à se nouer en son sein de manière beaucoup plus efficace qu'à la Chambre. Parce qu'à un moment donné, avec tous nos clivages philosophiques, politiques, linguistiques, si vous faites tout le temps les choses devant les caméras, et alors à l'heure actuelle, c'est vraiment le cas, si vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, si vous êtes tout le temps dans la publicité et la transparence, comme personne ne veut être pris en flagrant délit de compromis, c'est quand même pas la position la plus sexy médiatiquement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de compromis qui se créent. Tandis qu'au Sénat, comme en fait, c'était une institution beaucoup plus cachée, beaucoup plus feutrée. Les grandes lois, alors certainement en matière éthique, qui ont été votées, lesquelles, que ce par soit exemple? l'IVG,
l'IVG, l'euthanasie, la procréation médicalement assistée. Ah oui, on parle de tout ce qui nous fait connaître dans le monde comme avancé. Vous avez tout à fait raison, parce qu'on a toujours été cité en modèle. Regardez par exemple le mariage pour tous, le mariage homosexuel, le mariage entre personnes de même sexe. En France, il y a eu des manifestations, des conflits, même les gens sont venus aux mains. C'était le processus le moins pacifique qui soit. Tandis que chez nous, regardez, c'est passé. Alors, je dirais pas comme une lettre à la poste, c'est pas vrai, parce que ça veut pas dire que les sénateurs ne s'affrontaient pas. Ça veut pas dire que c'était facile. Mais par contre, le Sénat incarnait une autre manière de faire la politique. Et ça, c'est vraiment dommage de le perdre. La deuxième chose qu'il faut noter et pour lequel vraiment c'est absolument incompréhensible de vouloir supprimer le Sénat, c'est que tous les États fédéraux ont une deuxième chambre. Ah oui, donc ce fameux système bicaméral, voilà, exactement, qui n'est pas le seul. En général, ça fonctionne comme ça. Voilà. C'est même un système monocaméral est très rare, en fait. En fait, ça existe, mais certainement pas dans les États fédéraux, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, au Canada. Tous les fédérations qui fonctionnent ont une deuxième chambre. Et pourquoi ça ? Parce que l'idée, c'est de faire participer au sein de l'État fédéral, les entités fédérées. Et c'est ce qu'il y a pour le moment, en fait. Le Sénat est composé des communautés et des régions. Et alors, une des choses qui est incompréhensible dans la réforme actuelle, c'est qu'elle est menée par, on le sait, un nationaliste flamand, à savoir Bart de Wever, mais que c'est lui qui veut supprimer ce Sénat, alors qu'en son sein, il y a les entités fédérées, notamment la Flandre. Ça pose un vrai problème, parce que la question est de savoir comment, et c'est important, par exemple en matière constitutionnelle, ou en matière de réforme de l'État, ou en matière de loi institutionnelle, ou en matière de droits et libertés, comment on va, parce que c'est comme ça que ça se passe dans une fédération, les entités fédérées vont être prises en compte. C'est une vraie question. D'ailleurs, la communauté germanophone ne serait même plus représentée. Alors voilà, ça c'est une des rares personnes qui a voté contre le projet présenté par le Premier ministre, c'est la sénatrice représentante de la communauté germanophone. MR, je pense. Alors, elle est liée au groupe MR, mais elle a tout à fait raison, négocier sa liberté parlementaire. Je dis elle a tout à fait raison parce que je trouve très intéressant en fait, qu'on ait cette parlementaire qui puisse exprimer ce qu'elle pense en fait, et voter de la manière selon ses convictions. Et donc, elle a voté contre parce que de fait, la seule institution belge dans laquelle la communauté germanophone a une représentation garantie, c'est le Sénat. Et donc, elle a tout à fait raison. Attendez, moi, je ne veux pas acheter un chat dans un sac. Je ne vais pas contribuer à supprimer une institution qui représente les intérêts de la communauté. Ah oui, parce que Bart de Wever lui dit, mais si ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Oui, mais laquelle ? Oui, exactement. Mais on pourrait réformer ce Sénat plutôt que de le supprimer. Est-ce que c'est sur la table, ça ? On pourrait réformer... Alors, on pourrait complètement réformer le Sénat. Zachary venait de nous dire qu'en y incluant les citoyens, ou une formule comme David Van Reybrouck l'avait proposé déjà. C'était la troisième raison que j'allais avancer, parce que ce qui est absolument fascinant en Belgique, c'est la manière, notre non-estime de nous-mêmes. Et la manière qu'on a de ne pas valoriser ce pour quoi on est bon. Il faudrait vraiment collectivement aller s'allonger sur un divan, je pense, parce qu'on est connu à l'international pour notre créativité en matière démocratique. Parce que maintenant, on en arrive à 6, si je compte bien, même plus, non. On a vraiment un grand nombre d'institutions qui ont voté des dispositifs par tirage au sort. Alors, le tirage au sort, ça a l'air un peu contre-intuitif. En matière politique, on se dit c'est bizarre de commencer à tirer au sort. Donc, le hasard va désigner ceux qui nous représentent. Mais en fait, ça, c'est une très vieille idée. Et ça fait écho à cet impératif qui est un problème à l'heure actuelle, que, contrairement à ce que promettait la démocratie, n'importe qui n'accède pas aux fonctions politiques et à la représentation. Alors que l'idéal démocratique, c'était ça, c'est pas de créer une classe politique à part. L'idéal démocratique, parfois c'est perpétue de père en fils. Voilà, ou de mère en fille, ou de père en fille. Oui. Mais l'idéal démocratique, c'était qu'on reconnaissait la capacité politique de tout un chacun, et que donc tous, au même titre, on pouvait être amenés à exercer des charges. Dans la réalité de notre système institutionnel, le système politique, c'est loin d'être
être le cas, puisque de plus en plus, c'est créé, comme on le sait, plutôt, c'est pas un hasard qu'on dénomine les gouvernants comme étant une classe politique, c'est comme s'ils existaient en dehors de nous. Le tirage au sort parie alors sur cette idée que si on tire au sort les représentants ou certains citoyens pour décider dans telle ou telle matière, eh ben on a tous, et ça c'est vrai, on a tous les mêmes chances d'accéder à ces panels ou ces assemblées citoyennes. Et donc ça, c'est une idée qu'on développe depuis la fin des années 2010, 2017, 2018. La communauté germanophone, par exemple, mais aussi la région bruxelloise, la COCOF, la région wallonne, la Chambre et le Sénat. Alors ça, c'est d'ailleurs le pompon de la pompinette, parce que même le Sénat a voté une loi en ce sens. Donc le Sénat actuel pourrait très bien, c'est fou quand même, et c'est dommage qu'on ne le fasse pas, le Sénat actuel pourrait convoquer un panel citoyen pour décider de ce qu'il devient. Vous voyez, ce serait intimement démocratique plutôt que de faire ces espèces de travaux inconnus de tout le monde, très techniques. Et donc, dans cette vague-là, on pourrait très bien se saisir, enfin, parce qu'on est appelé, vous savez, c'est incroyable, les Belges, ils sont appelés partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Afrique, dans des autres pays, en France, parce qu'on a ce know en matière de tirage au sort, et on n'en fait rien, alors qu'on pourrait très bien mettre en commun, partager toutes ces compétences et tout ce savoir-faire, ce savoir-penser, ce savoir-faire démocratie, pour réfléchir à un Sénat 2.0, qui serait quand même un peu plus sexy que rien du tout, en fait. D'ailleurs, lundi 30 mars, lorsque le Sénat s'est réuni à voter une première fois, vous allez nous expliquer si tout est perdu ou pas, d'aucuns demandaient l'avis d'experts comme vous, de constitutionnalistes, de citoyens, d'associations. Voilà, d'associations qui viendraient témoigner, mais non, là, tout s'est fait un petit peu... Mais en fait, ça, c'est d'ailleurs, de nouveau, c'est tellement triste, parce qu'il y a des associations citoyennes, on en est à plus de 14 qui sont groupées. Et on sait que c'est pas facile parce que chacun a son association, chacun a son agenda. Ils ont fait l'effort, et c'est bien, je trouve, de c'est à nouveau s'asseoir commune sur l'action du citoyen. Absolument, ils ont contacté tous les sénateurs, ils ont dit, mais en tout cas, auditionnez-nous, on a un projet, faites un exercice démocratique sur ce que doit devenir le Sénat. Et non, pas étonnant, comme dit Arnaud Zacharie, qu'il y a une perte de crédibilité, enfin de légitimité, de confiance dans la chose politique. Je pense que le monde politique ne se rend pas compte que chaque fois ça fait... Parce que c'est quand même des citoyens, on peut ne pas être d'accord avec eux, bien sûr, on peut trouver que le tirage au sort c'est une zouzouterie, c'est une erreur à mon avis, mais enfin, ça c'est... Qu'il y ait un débat, évidemment, c'est pas parce que c'est des citoyens ils ont raison, qui sont vertueux et que les gouvernants doivent se plier, ça on est bien d'accord. Mais par contre, ne même pas les inviter, ne même pas les entendre, ne pas rentrer en dialogue. Ils ont fait l'effort du travail, de réflexion. Par définition, c'est des citoyens qui sont impliqués, qui ont envie de s'impliquer dans le mieux-être ensemble. Ça fait un dégât terrible. Il nous reste environ 2 minutes. Anne-Emmanuelle Bourgault, est-ce que le game est plié ou pas ? Que va-t-il advenir ? Écoutez, ça c'est vraiment une très bonne question parce que, de manière assez étonnante, l'opposition dans ce pays n'a pas l'air de vouloir jouer son rôle d'opposition puisque au Sénat, dans les votes, quand on a dénombré les votes sur ce qui est en train de se passer, enfin sur le projet qui justifie en plus un espèce de bricolage constitutionnel, constitutionnel de la manière dont on change la Constitution. En fait, les seuls qui se sont opposés, c'est les 2 sénatrices PS et cette sénatrice germanophone, l'IOMR, dont on a parlé. Donc, il y a 3 voix sur 21 seulement qui sont prononcées contre, alors que, encore une fois, il s'agit à un moment donné, pas seulement laisser la place pour la réflexion et notamment la réflexion citoyenne sur le Sénat, mais aussi de peut-être s'opposer à une manière de faire parce que tout ça se fait de manière extrêmement militaire avec un Premier ministre qui n'est quand même pas n'importe qui, c'est un nationaliste flamand. Moi, franchement, je suis à l'aise pour en parler parce que j'ai beaucoup cru au fait que Bart De Wever, chacun peut évoluer, habitait son poste de Premier ministre et représentait... Avec une certaine idée de la Belgique. Voilà, exactement, avait un peu élevé, était capable de s'élever au niveau des intérêts belges et pas seulement de sa communauté. Dans ce dossier-là, on voit bien qu'il y a l'agenda militaire parce que, évidemment, que supprimer
supprimer une institution comme le Sénat, qui est aussi vieille que la Belgique. Cuillère à peau. Donc il y a eu un premier vote, mais il y en aura combien 7, 8 alors, encore normalement, pour faire évoluer la Constitution et puis alors il y a le vendredi 3 avril ici un vote en plénière. De toute façon, toutes ces matières sont bicamérales parfaites, donc ça devra passer aussi à la Chambre. Et de toute façon, on est au début du chantier parce que, en fait, supprimer le Sénat de la Constitution, c'est des dizaines d'articles. Donc on espère en fait que le monde politique va s'ouvrir à plus de débats, va s'ouvrir à la société civile. Donc il y a moyen de stopper cet engrenage-là. On espère. Allez, on y croit encore. Merci beaucoup Anne-Emmanuelle Bourgault. Merci de m'avoir invité. Vous reviendrez alors dans quelques mois pour nous expliquer et on espère avec de bonnes nouvelles. Sénat vigile ici. Allez, Sénat vigile, merci à vous. Merci à vous d'avoir rejoint notre émission et merci à vous auditeurs d'avoir choisi de nous écouter ce soir. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir.